Salut, je m'appelle Pierre. Je suis entre deux générations. Je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue chez les Indociles. Je pense que les jeunes, ils sont de plus en plus enclins, à parler et à se sentir légitimes. Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On pouvait appréhender la société en fait d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée. Un mix entre la justice sociale et la justice écologique. Tu vas venir, tu vas te former, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait même peut-être leur faire changer leur pratique. Maintenant c'est à nous de continuer le combat. Aujourd'hui, je reçois Maxime Renaï. C'est un lanceur d'alerte. Il a été au service du renseignement français sur l'évasion fiscale au Luxembourg et à Jersey. Bonjour Maxime, comment tu vas ? Bonjour Pierre, je vais très bien, je te remercie. Et toi-même ? Bah écoute, ça va tranquillement avec ce début de confinement. Oui. Est-ce que tu peux te présenter avec quelque chose d'original sur toi et un peu nous raconter ton parcours, parce que tu as un parcours très original, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai travaillé dans la finance offshore, donc dans les paradis fiscaux à Jersey en premier, puis ensuite au Luxembourg, de 2007 à 2012. Donc je travaillais pour un cabinet d'avocats à Jersey. J'étais spécialisé dans la gestion, dans l'administration de fonds d'investissement. Et en parallèle, donc, je travaillais avec les renseignements français, la DGSE, pour leur transmettre des informations cruciales concernant la défense des intérêts français, en tout cas de boîtes françaises. Et puis, comme ça ne me convenait plus tant la finance que le travail, disons, que je faisais pour les services, puisque je trouvais que ça ne répondait pas, en tout cas le travail que je fournissais pour la DGSE ne répondait pas aux attentes que j'avais. J'ai décidé de rentrer en France et de mettre à disposition, entre guillemets, mon expertise en termes d'investigation au profit des salariés, au profit des syndicats, des groupes de salariés, en particulier quand les boîtes sont attaquées par des fonds d'investissement, par des actionnaires véreux, et qu'il y a ensuite des liquidations frauduleuses ou des abus de biens sociaux ou des délits d'initiés. En 2019, en avril, j'ai sorti un livre qui s'appelle Là où est l'argent, qui parle de mon parcours dans la finance offshore et de mon travail avec les services, et ensuite de mon désir de revenir en France pour aider directement mes concitoyens, plutôt que de passer par des structures étatiques qui me semblent plus appropriées. Donc, je dirais les choses je ne sais pas si on peut dire, qui me caractérisent. Mais c'est vrai que j'ai un parcours atypique. Donc, je suis rentré de façon presque par hasard, entre guillemets, dans la finance. Et ensuite, j'en ai profité d'être un peu dans le sein des seins de la finance pour démarcher les services et travailler avec eux. Donc voilà, à chaque fois je rentre un peu dans un monde dans lequel je suis pas attendu. Un peu un autodidacte qui se permet de tout essayer. Oui, peut-être. Il y a un peu de ça, effectivement, un peu. Je vais pas dire un touche-à-tout, mais autodidacte, effectivement, qui se base principalement sur le désir et l'intuition, et après le travail, parce que le désir et l'intuition sans travail, ça va pas forcément, enfin, ça va pas bien loin en général. Et puis, ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est rencontrer les gens. En fait, alors, je suis quelqu'un qui aime être seul, qui a un plaisir à être seul, mais aussi qui a un plaisir, je dirais presque intense, à rencontrer les gens, à découvrir les gens. Trop cool, super intéressant. Enfin, t'as un parcours hyper large, hyper incroyable. Enfin, en tout cas, je suis hyper honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui. La question que je me pose et que finalement, qui a un peu lancé ton parcours, c'est comment tu as décidé de sortir de la docilité. Je définis docilité comme décider un peu de prendre la parole, de se révolter, de sortir de son calme, de son rôle de citoyen un peu calme. Parce qu'il y a eu ce moment où tu es allé vers la DGSE, et puis il y a eu ce moment où tu t'es dit, mais en fait, même ce que je donne à la DGSE, ça va pas. Il y a eu quand même 2 gros moments de rupture
dans une espèce de docilité particulière. Je sais pas si tu le vois comme ça. Mais si, totalement. Remettre en cause un peu le système, je l'ai eu dès l'enfance parce que moi j'ai eu, je dirais, la chance d'avoir une mère qui était horrible, si tu veux. Enfin, horrible dans le sens, voilà, une mère qui était pas une mère sympathique, qui a fait que ça m'a obligé d'une certaine façon à me poser des questions sur le monde des adultes. Donc j'ai toujours eu un pied de côté, pareil à l'école, j'ai toujours eu un pied de côté un petit peu à essayer de comprendre, à me dire attends, et de trouver la normalité, ce qu'on appelle la normalité, comme quelque chose de mortifère, c'est-à-dire un rôle qui nous est donné presque inconsciemment par notre famille, par la société, par l'éducation, par toutes ces choses-là. Et j'ai toujours été sensible à ça. Après, on n'est pas obligé d'être sensible à ça dès l'enfance. On peut l'être en étant adolescent, adulte, même senior. Et donc, il y a déjà eu cette rupture déjà dès l'enfance. Ça, j'en ai vraiment conscience déjà depuis quand j'avais l'âge de entre 5 ans et 8 ans. Et après, il y a aussi cette rupture au lycée où, à un moment donné, moi, j'ai arrêté l'école et j'y suis revenu après en candidat libre, en passant le bac en candidat libre, parce que quand j'ai eu 16 ans, je considérais que l'école était déconnectée de plein de choses. C'est parce qu'il y a toujours eu ce côté un peu de pied à côté tu vois, de me mettre un peu en dehors du système, que je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, par intuition, même si je savais pas ce que j'allais faire, que j'allais remettre en cause, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. C'est un peu une méthode de hacker d'ailleurs. Un hacker, il regarde le truc, il désosse et puis il voit ce qui peut être amélioré ou pas. Ce qui m'intéresse là, dans ce que tu dis, c'est assez intéressant, c'est que tu dis ça a toujours été en toi. Et moi j'ai écouté un peu tes interviews sur Thinkerview, mais aussi sur France Inter. Je t'ai écouté sur un peu partout. J'ai lu un peu de ton parcours dans les interviews. Mais moi j'ai discerné deux moments où tu sors, tu te repositionnes par rapport à ce que tu vis. C'est le moment où t'es à Jersey et le moment où t'es au Luxembourg et tu décides d'arrêter la finance. Et c'est quoi le déclencheur à chaque fois dans ces deux moments-là? Est-ce que t'as un événement particulier qui te dit à ce moment-là, stop quoi? Alors en fait, on me pose souvent la question, oui, il y a des éléments qui sont déclencheurs quand tu vois que les intérêts de tes concitoyens sont pas défendus et que tu vois l'envers du décor, donc c'est révoltant. Donc ça, c'est des éléments qui sont déclencheurs. Quand tu vois qu'il y a des liquidations frauduleuses qui sont organisées et qui sont cachées via les paravents des paradis fiscaux, derrière les paradis fiscaux, évidemment qu'il y a une colère qui est là. Donc forcément, ça remet en cause le mode de fonctionnement. Et il faut savoir aussi que moi, dans ma nature, j'ai toujours été habitué à me remettre en cause en permanence, à réfléchir en me disant, est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que c'est correct? Il n'y a pas un jour où je me pose pas la question, tiens, voilà, là, je vais lancer ce projet. Est-ce que ça va être juste? Est-ce que ça va être correct? Est-ce que c'est éthique si je travaille avec tel organisme, avec tel... Alors, ça ne veut pas dire être parano ou quoi que ce soit, c'est juste se poser la question et puis des fois reconnaître ses erreurs en disant, bah voilà, je me suis planté, je suis allé dans la mauvaise direction, sans se battre la coupe, mais en tout cas, être juste pour soi-même, avoir une sorte d'intellectuel, d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même, en fait, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il y a ce sentiment de justice qui est hyper prégnant, en fait. Ou est-ce que tu as d'autres valeurs qui te portent encore plus que ça? La justice, quelque part, c'est presque subsidiaire. Je pense que le service aux autres, pour moi, est le plus important. Oui, je sais pas, en fait, j'ai jamais trop réfléchi dans le sens de la justice, mais c'est avec des petits... Moi, je considère qu'en fait, on a toutes et tous les moyens... moi, je considère que je suis un moucheron, si tu veux, mais on a toutes et tous moyens, là où on est, de changer la société et de la rendre meilleure, et de la rendre plus vivable. Et en fait, je me dis... C'est juste ce mode de fonctionnement que j'ai en me disant, tiens, à cet endroit-là, je peux peut-être aider
Je peux peut-être, là, il y a de l'injustice, peut-être que en mettant la lumière, etc., ou en voyant stratégiquement comment je peux faire, par exemple, avec des syndicats ou avec des lanceurs d'alerte ou avec des journalistes, comment on peut donner de l'écho à quelque chose qui est totalement unique et totalement inacceptable. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention de ne pas sombrer. Pour moi, le fond est aussi important que la forme. C'est-à-dire qu'on peut être très engagé. Je pense que il faut faire très attention de ne pas tomber dans un excès. C'est pour ça que je dis que le fond est toujours aussi important que la forme. Et je considère que quand, tu vois, par exemple, quand j'étais à Jersey au Luxembourg, j'ai commis des choses qui étaient illégales d'un point de vue du droit, mais c'était pas pour moi, c'était pour si tu veux, dans l'absolu, si on regarde d'un point de vue purement intellectuel, c'était pour la défense si c'était théorique, mais de mes concitoyens. Voilà, pour résumer un petit peu, le fond compte autant que la forme, et qu'on peut faire des fois des choses qui sont... Alors, je dis pas que je le fais, hein. En tout cas, si je prends l'exemple de Jersey et Luxembourg, pour moi, ça me posait pas de problème de faire des choses illégales parce qu'elles s'étaient pas fait pour moi, mais c'était fait pour la défense de mes concitoyens. À partir du moment où on le fait que pour soi-même, là, c'est répréhensible. Il faut qu'il y ait toujours un cadre d'une certaine façon. C'est drôle parce que tu te définis comme un moustique, mais qui essaie de faire un moucheron, pardon, et tu dis que chacun a le moyen de faire sa part, et que, si on veut voir le monde changer, c'est en faisant notre petite part à nous. Ça fait énormément penser à la phrase de Gandhi qui dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ça m'amène aussi à ce que tu disais sur ta maman qui t'a aussi permis de penser un peu les injustices ou de faire des pas de côté. Est-ce que tu as des figures militantes comme ça qui soient connues ou inconnues, qui t'ont marqué et qui t'ont nourri dans ta vision du monde et dans ton militantisme, ton activisme? Alors oui, absolument. Alors déjà, oui, la phrase que tu dis de Gandhi, c'est pareil, par exemple, c'est un peu des phrases punchline, mais qui m'ont moi habité justement. Moi, c'est pour ça que je considère que la lecture est un élément, est un outil extrêmement important. Moi, j'ai été nourri depuis que je suis enfant soit de récits de héros fictifs, donc mythologiques ou légendaires, ou bien romanesques, mais aussi de figures d'activisme de femmes et d'hommes ou historiques. Qui tout d'un coup, si tu veux, il y a un moment donné, je sais qu'il y a eu des sortes de déclics avec des personnes dont j'ai lu les vies ou les livres, et qui donnent une sorte de foi. Alors, une foi, je veux pas dire une foi de croyance en un Dieu, mais en tout cas une foi, une espèce de force qui te pousse, en fait. C'est même pas toi qui vas de l'avant, et qui te pousse dans ce que tu dois faire. Alors, pour te donner des noms, il y en a tellement, mais oui, il y a eu des gens très différents, des fois assez peu connus. Tu vois, par exemple, j'ai correspondu quand j'avais 16 ans avec une femme qui était une grande aventurière suisse qui s'appelle Ella Maillard, qui est morte. Elle est morte sur un an après que j'avais commencé à échanger avec elle, qui était 92-93. Elle habitait en Suisse et c'était une grande aventurière de l'Asie, de l'Inde, du Tibet. C'était aussi une auteure. Des gens comme Jack London, moi que j'ai lu, pour moi, sont des héros des temps modernes, des gens dont on a envie de suivre leurs exemples. C'est-à-dire, par exemple, Jack London, ça a été un syndicaliste assez incroyable, on ne le sait pas forcément, mais c'était quelqu'un qui était qui est issu du peuple et qui a non seulement qu'un auteur incroyable, un écrivain incroyable, mais qui était vraiment dans des luttes. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens comme ça à toutes les époques, si tu veux, de l'histoire, moi j'ai toujours été extrêmement sensible à lire même beaucoup de biographies. Je me suis toujours inspiré alors, qui est-ce que je pourrais te citer d'autres qui soient peut-être plus contemporains, mais je veux dire, il y a évidemment tous les grands lanceurs d'alerte contemporains pour la plupart. Oui, il y a plein, et puis il y a plein de gens qui sont même, je te dis, que je rencontre maintenant, des gens, si tu veux, du peuple comme toi et moi qui m'inspirent, que je suis complètement admiratif. Et peut-être que c'est en vieillissant, je sais pas, mais je suis de plus en plus admiratif de gens que je rencontre. Maintenant, je suis beaucoup plus sensible à voir ce côté extraordinaire chez les autres que je rencontre. Ouais, comment on pourrait dire ça, les petits héros de la petite histoire, quoi.
Ou enfin, les grands héros de la petite histoire qui font ces actes militants tous les jours. Voilà, c'est ça, où les grands héros de la grande histoire au final et qui sont anonymes et qu'on ne connaît pas et qui sont des fois méprisés, enfin qui sont très souvent méprisés et qui ne cherchent pas la médaille, pas l'honneur. Enfin voilà, pour moi, il y a rien de plus beau que ça. Pour moi, ces gens-là, cet émerveillement que j'ai aussi m'inspire évidemment, même si j'ai cette force qui me pousse, ça me nourrit de plus en plus. Hmm. Au vu de ce que tu as fait en tant que lanceur d'alerte, la question que je me pose, c'est comment toi tes rapports humains et personnels ont évolué finalement? Parce que tu t'es rapproché des gens à Jersey ou au Luxembourg pour récupérer de l'information, mais aussi après Oui. en rupture avec la DGSE, donc avec tes officiers de report, si je peux dire ça comme ça. Des officiers traitants. Ouais, des officiers traitants. Excuse-moi. Et en fait, Non, c'est pas grave. c'est à chaque fois, c'est presque des ruptures de confiance. Et maintenant, comment tu arrives à envisager les rapports humains et personnels en fait? Ce qui est marrant, c'est que d'une certaine façon, depuis 2012, je dirais, il n'y a plus de rupture de confiance depuis que j'ai quitté ces deux milieux-là. Hmm. Puisque je peux enfin agir au grand jour. Et quand je fais des investigations, soit que je sors dans des médias en tant que journaliste ou que je collabore avec des syndicats ou des groupes de salariés, si tu veux, et qu'on sort des affaires, on sait que c'est moi et que j'ai sorti les informations tout à fait de façon légale en obtenant des documents via l'open source, via les bases de données en open source. Donc non, il y a une forme, si tu veux, il y a eu un changement très, très important. Oui, il y a plus, si tu veux, il y a plus du tout dans ma vie de sentiment de tromper qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà, c'est-à-dire et quelque part, si tu veux, la rupture, y compris avec la DGSE, c'était une rupture qui n'a pas du tout été négative. Elle était juste nécessaire. C'était la fin d'une relation, hein, tout simplement. Et je considère que c'était important pour moi de montrer les dysfonctionnements et les bons côtés aussi des services. Mhm. Dysfonctionnements qui sont plus au niveau politique, évidemment, qui sont surtout politiques. Même s'il y a des hauts fonctionnaires à des gestions, on peut se demander vraiment s'ils sont les meilleures personnes, en tout cas, si c'est vraiment les bons choix ou s'ils ne pourraient pas mieux travailler, plus opérationnels. Mais bon, on est tous devant cette question. Mais non, voilà, depuis 2012, il y a plus de masques, si tu veux. Ça doit être libérateur. Oui, bien sûr, totalement. Et il y a un sentiment de liberté absolue que j'ai, qui fait aussi, qui est une force qui me pousse. Et cette liberté fait aussi que j'ai une confiance de fond, non seulement dans ce que je fais, mais dans les amis et les gens qui m'entourent. Un lanceur d'alerte, enfin c'est cette figure, enfin je trouve elle apparaît récemment de plus en plus souvent. La figure du lanceur d'alerte est de plus en plus médiatisée, enfin surtout depuis Snowden. Et pourtant, enfin, Oui. on le voit, hein, c'est un grand risque de révéler toutes ces choses, de mettre à la lumière ce qui se passe. Et ça me pose la question de comment toi t'as vécu cette médiatisation de ton rôle de lanceur d'alerte. Comment t'as vécu le moment où tu as révélé les choses et que ça a été mis en lumière? Déjà, je dirais c'était très relatif, puisque tu vois bien, je veux dire, tout le monde le voit bien. Je veux dire, les éléments, moi, que j'ai apporté dans mon livre ou dans les investigations que je fais jusqu'à maintenant, ça n'a strictement rien à voir avec Snowden. Snowden est arrivé et a posé une bombe. Ça a été c'est un événement majeur et en tant que tel, il y a un événement historique, ce que je ne suis absolument pas. La différence avec Snowden, moi, c'est que juste je sors les investigations et que mon travail, si tu veux, entre guillemets, de lancer l'alerte, en tout cas de lancer l'alerte, est continuel et que je continue cette chose-là. Alors qu'en général, quand tu regardes les histoires des lanceurs d'alerte, ils font une alerte qui sont spectaculaires comme Snowden ou Assange, lui, il faisait d'ailleurs de façon récurrente, mais ils sont arrêtés. Mais il y a ce côté spectaculaire. Donc moi, et puis il y a un côté qui est récurrent chez moi de sortir des choses. Ça n'a pas été quelque chose
d'incroyable à vivre, ni à surmonter, j'ai pas vécu des choses atroces comme ont vécu des lanceurs d'alerte français, type il s'appelle Raphaël Allais, ou bien, tu vois, il y a eu des lanceurs d'alerte en France ces dernières années, il y a pas si longtemps, qui ont vécu des choses assez terribles. Moi, il s'avère, je sais pas, bon, du fait que j'ai un réseau d'amitié qui est très fort aussi derrière moi, et que si on venait à m'ennuyer, je pense que voilà, derrière il y aurait des coups, médiatiques et des procès qui tomberaient pour contre-attaquer. En tout cas, en termes de lanceurs d'alerte, les gros risques que moi je vois à l'heure actuelle, c'est que n'importe quel d'ailleurs avocat un peu spécialiste le dira, il n'y a aucune protection en droit européen et français où la plupart du temps c'est du vernis. Enfin, je ne vais pas rentrer dans toute la technique parce que je n'ai plus en tête la loi Sapin 2, qui est une transposition des directives européennes. Mais c'est du flanc, très, très, très franchement. Donc oui, il y a un risque. Il y a un risque de ce côté-là, c'est-à-dire que les lois ne protègent absolument pas les lanceurs d'alerte, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a un côté paradoxal, si tu veux, à la notion de lanceur d'alerte. Quelque part, c'est presque le système, en tout cas, quand je dis le système, c'est l'inertie du système, c'est un peu l'oligarchie, sans rentrer dans du complotisme, mais les puissants. Pour eux, le lanceur d'alerte aussi, ça a un avantage d'une certaine façon si on philosophe un petit peu sur la question. Parce que c'est une façon de dire, regardez, si vous voulez dénoncer le système, ce n'est qu'une petite partie d'une infime partie de la population qui peut le faire, et vous autres, vous devez juste vous taire et continuer de bosser, ou bien d'étudier ou de faire vos petites choses, mais absolument pas de remettre en cause le système. Alors qu'en réalité, dans une société qui est saine, qui serait pas malade, en tout cas pas à ce point-là, toute personne serait en capacité de dire, attendez, là il y a un truc qui va pas, là les gars, on peut pas continuer comme ça. Donc il y a un côté vraiment paradoxal. Bon là j'exagère un peu, je pousse au maximum, mais lanceur d'alerte, il est indispensable évidemment. C'est une sorte de soupape de sécurité du système et de notre vie en société. C'est un peu Ulysse contre, voilà, si je peux même contre comment. C'est David contre Goliath. C'est plus voilà David contre Goliath, bon, sachant qu'on ne sait pas qui gagnera, si tu veux, mais oui. Disons que c'est presque, si tu veux, symptomatique d'un système qui n'a jamais été aussi puissant, un système étatique oligarchique qui n'a jamais été aussi puissant, et qui fait naître de façon symptomatique des femmes et des hommes qui avec aucun moyen ou très très peu de moyens arrivent à sortir des informations. Il y a ce double aspect, c'est-à-dire à la fois c'est un lanceur d'alerte, il n'est pas protégé, il apparaît dans un niveau historiquement, dans un moment où les gens qui sont au pouvoir n'ont jamais été aussi puissants, n'ont jamais eu autant de prérogatives de pouvoir, et c'est comme si les lanceurs d'alerte arrivaient comme voilà un contre-pouvoir, mais tellement ridicule, mais en même temps, moi c'est ce que j'aime en fait, je pense sincèrement que c'est de la non-force quelque part, ou de la pas de la non-action, mais que vient la plus grande des forces. Là, tu me parlais de Gandhi tout à l'heure. Tu vois, cette personne a réussi d'une certaine façon, même s'il y avait plein de gens autour de lui, mais à faire partir l'occupant anglais par une forme de non-action. Oui, bien sûr. Et donc par une force de faiblesse, par une forme de passivité. Voilà, mais pas forcément dans le sens où on de comprend, pacifisme. De pacifisme, voilà, et donc comment, voilà, c'est ce genre de stratégie qui m'intéresse, c'est comment avec pas forcément le moins de moyens, mais comment avec presque le moins de force, on peut arriver à déstabiliser, en tout cas arriver à un point de rupture qui permet d'amener plus de conscience dans un monde où l'inconscience est protégée par ce poids de l'inertie, si tu veux. Ouais. Bon, peut-être je suis allé un peu plus loin que la question, mais... Non, mais c'est intéressant parce que tu allais aborder la prochaine question sur la question des lois françaises et la protection que vous avez. Et en fait, de ce que tu me dis, il n'y en a aucune. Ou alors, elle est de vernis. Pourquoi est-ce que j'en viens à ces deux projets de mon média là, que j'ai lancé, qui va se professionnaliser là, dans les prochaines semaines avec mon frère, donc Lanceur Alerte, la web télé, c'est-à-dire que c'est un média qui va être lanceur d'alerte, qui est lanceur d'alerte, c'est-à-dire on sort des choses
Et maintenant, ça fait partie, si tu veux, des stratégies. Là, on est dans une guerre économique ou tout ce que tu veux, mais aussi on est dans une guerre de l'information. Et donc, c'est super, à nouveau, c'est extrêmement important de former des gens à voir ce qui se passe, tant dans le domaine économique que dans l'écologie, et ensuite de pouvoir transmettre cette information à travers des médias très souvent alternatifs. Peut-être qu'un jour, ça sera les médias mainstream qui feront ce travail, ou peut-être que les médias mainstream seront dépassés à un moment donné, surtout avec Internet. Bien sûr. C'est assez drôle parce que, tu vois, moi je me rappelle des Panama Papers. Ouais. Et quand tu dis, ouais, je me reconnais pas comme un grand lanceur d'alerte, t'as été quand même un des premiers à en parler finalement. Parce qu'avant ça, moi dans mon entourage ou même dans mon quotidien, savoir ce que c'était qu'un paradis fiscal, c'était inconnu. Bah, disons que c'est entre guillemets un peu ma spécificité, c'est vraiment d'amener dans la culture populaire une meilleure compréhension des paradis fiscaux, des schémas fiscaux, des montages. Ils passent pas tous forcément dans les paradis fiscaux. Et c'est ce qui est, voilà, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, effectivement. Et de vulgariser ça et de rester tout le temps factuel, c'est ce qui m'intéresse le plus. Oui, c'est hyper important parce que, je pense que tes révélations, plus les Panama Papers, plus toute cette, toute cette histoire, et puis, on n'oublie pas non plus François Hollande qui disait mon ennemi c'est la finance. Il y a eu quand même à ce moment-là, et je trouve que c'est assez drôle parce que tu finis par faire ta rupture au moment où tout d'un coup le grand monstre, un peu le Léviathan invisible apparaît. Et je trouve ça très intéressant finalement. Tu te considères pas comme un grand personnage de cette histoire-là, et pourtant, t'es en plein dedans en 2012 en fait. Je sais pas, en tout cas, je trouve que c'est plus de ce qui est marrant d'une certaine façon, c'est que j'étais un mini acteur, si tu veux, dans les paradis fiscaux, mais plus je suis à la lumière et plus je deviens un acteur dans ce domaine, alors que je l'étais tout autant, oui, avant d'une certaine façon. Mais la cause financière, tu sais, tant que le business, je le répète tout le temps, tant que là, on va arriver à 1,5 million de demandeurs d'emploi. En plus, ça va être terrible avec la crise, etc., et la mauvaise gestion des politiques et des groupes. Mais tant qu'il y a encore de l'argent magique qu'ils injectent électroniquement, si tu veux, les gens vont pas chercher à trop comprendre où va leur argent. Mais par contre, le jour où ça va faire mal, bah là, il y en a beaucoup qui vont, je pense, déchanter. Et le but, c'est pas que les gens déchantent et en viennent aux mains, s'énervent. Le but, pour moi, c'est justement de développer un réseau de personnes au niveau national et aussi avec les pays étrangers, de développer une culture de l'intelligence économique, si tu veux, pour qu'on soit de plus en plus fort et que ça devienne une partie de la culture, si tu veux, et que le peuple s'en serve comme un outil, un levier pour pouvoir diriger les entreprises de façon plus vertueuse, pour pouvoir travailler plus dignement. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est vraiment aux prémices. On voit qu'il y a beaucoup de changements comme ça qui sont des prémices dans des domaines très différents, comme tu vois l'écologie ou la cause animale ou la politique. On en est à des prémices. Il y a une forme de conscience qui émerge et on en est tout au début, si tu veux. Oui, bien sûr. Et donc en fait, tu as lancé ta plateforme avec ton frère lanceur d'alerte. Oui. Tu peux, on va s'attarder un peu dessus parce que c'est aussi un autre truc qui m'a beaucoup intéressé dans ton parcours. Ça a été ce moment où tu as fait ton alerte et finalement tu te dis on peut faire plus, on peut faire autrement et on va pouvoir co-construire et lancer un média, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venu l'idée déjà de ça avec ton frère et qu'est-ce que vous y faites aussi plus précisément? Tu vois, notre père, mon frère et moi, il a créé un journal qui existe toujours dans l'est de la France, qui s'adresse aux jeunes. Enfin, je veux dire, on a toujours connu notre père, si tu veux, dans le fait de travailler sur des textes pour un journal ou créer un journal. Donc le côté média, pour nous, c'est pas quelque chose. Mon frère a été aussi photographe pour la presse nationale et internationale pendant 10 ans.
Donc on a toujours été... pour nous, c'est pas un monde du tout qui nous est inconnu, si tu veux. Et d'ailleurs, le monde de l'information rejoint évidemment le monde de l'information du renseignement. Même si voilà. Moi, dès que j'ai décidé de sortir un peu de la forêt, des Vosges, en sortant le livre, j'ai su aussi qu'il fallait que le livre n'était qu'une étape et qu'il fallait ensuite que mes investigations, on les systémise. Pas uniquement donc avec mon frère et moi, mais avec d'autres personnes, et que le média est le médium indispensable. Et ensuite, j'ai eu la chance, comme je te disais, de travailler pour d'autres médias. Donc, si tu veux, c'est pareil, tout ça, c'était, je dirais, un peu dans la culture familiale. Donc, ça n'a pas été trop compliqué d'y réfléchir et de le mettre en action. Et alors, du coup, ça va être un média avec des piges, avec des enquêtes, etc. Enfin, ça l'est déjà un petit peu, etc. Et donc là, vous avez le but de vous étendre et de vous grossir, si je peux me permettre le C'est terme. ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que de se professionnaliser. Alors, moi, je travaille comme journaliste professionnel, mais c'est-à-dire qu'on ne travaille plus comme bénévole, mais qu'on puisse vivre de ces enquêtes, parce que aussi, on est comme tout le monde, mais déjà qu'on vit très simplement. Le but, c'est pas non plus de finir à la rue, c'est de pouvoir vivre de notre travail et de pouvoir servir au mieux les autres, et de systématiser ces enquêtes et travailler avec d'autres personnes, y compris donc des pigistes, mais aussi d'autres personnes. Voilà. Et c'est d'étendre, développer notre communauté d'amis. Alors le but, c'est pas que ça soit exponentiel, parce qu'on préfère une communauté d'amis qui est extrêmement solide. Qui s'entend, voilà, solide, exactement, qui s'entend très bien, plutôt que d'arriver à 200, 300, voilà. Et voilà, il y a, je dirais, un peu ce triple objectif de formation, d'information, et de développer une communauté dans laquelle on partage des valeurs, des valeurs, évidemment, tu as raison, des valeurs, des façons de faire, des façons d'être, des informations, des projets, de l'entraide. Et quelque part, tu vois, on parlait tout à l'heure de changer la société, d'être capable de s'entendre et de s'entraider avec un petit groupe d'amis. Bah déjà, pour nous, c'est déjà un début. C'est déjà un début de changement de société. C'est un beau début même. J'ai vu que tu faisais autre chose qui m'a énormément plu et beaucoup parlé. C'est que tu attaquais juridiquement des grandes entreprises. Comme tu l'as fait avec Lactalis. Oui, aussi Bigard et d'autres. Et Bigard et d'autres. Et comment ça se passe d'attaquer une aussi grande entreprise ou des entreprises juridiquement? Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que c'est quand même incroyable. Enfin, de se permettre de se dire, bah là j'y vais en David contre Goliath, quoi. J'y vais avec mon bâton de pèlerin et puis t'inquiète pas, je vais t'avoir, quoi. Moi, je considère, si tu veux, en reprenant l'image de David contre Goliath, déjà que j'ai pas d'ennemis, contrairement à ce que disait Hollande quand il disait que l'ennemi c'est la finance. Je considère que des fois il y a des adversaires, si tu veux, mais les adversaires, moi j'ai pas de haine contre eux, j'ai pas une forme d'acrimonie. C'est juste pour une sorte d'aparté. Mais oui, les actions juridiques, je les pense. Le but pour moi, c'est pas d'attaquer, c'est juste dans le cas de Lactalis, de Bigard ou d'autres, c'était parce que j'avais besoin d'informations qui vont aider les salariés à voir que ce qu'on appelle leur participation et leur prime d'intéressement complètement inférieure et dérisoire par rapport à ce qu'elles devraient être. Que des producteurs en fait ne sont pas du tout payés au prix auquel ils devraient être payés. L'État devrait perdre des recettes fiscales parce qu'elle n'a pas regardé correctement dans les comptes et les ramifications offshore. Donc les comptes, pour moi, c'est vraiment... Là, je parle des comptes parce que dans les actions juridiques qu'on a faites, c'était au tribunal de commerce pour obtenir les comptes. Les comptes, c'est un effet de levier très souvent parce que c'est un peu le cœur du système des sociétés. Donc, même quand ils sont imparfaits et opaques, tu peux toujours arriver à collecter quelques informations par-ci, par-là. Moi, le but, c'est pas me dire je vais attaquer au pénal ou au civil ou au prud'homme ou au tribunal de commerce telle ou telle société, c'est de me dire tiens, on a besoin de ce type d'informations, pas uniquement pour moi, pour un article, mais pour les salariés, pour les concitoyens, pour l'État, pour les producteurs, pour les consommateurs. Quel est le moyen d'attaquer cette entité? Donc, si tu veux, on le fait froidement. Il n'y a rien d'émotif ou de pathos là-dedans. Il y a des fois, on peut attaquer. On a ce qu'on appelle qualité à agir.
je pense aussi sur la forme, c'est c'est aussi une façon de montrer, de façon indirecte et subsidiaire, que même en étant un moucheron, en tant que citoyen, on a le devoir de demander des comptes à ces puissants, qui vivent la plupart du temps dans une impunité assez incroyable. Voilà, on peut agir, même si c'est des fois que symbolique, mais contre des puissants, et c'est pas si dur que ça. Il y a aussi beaucoup d'inconscient collectif de croire que ces pseudo-puissants sont puissants, alors qu'au final, ils sont là parce qu'il y a une croyance inconsciente qui les met au pouvoir, si tu veux. En réalité, si on était suffisamment conscient, ils resteraient pas 48 heures avec leurs milliards ou au pouvoir à faire toutes les conneries qu'ils font. Donc, en tout cas, pour continuer à répondre à ta question, les actions juridiques, il y a des fois, j'ai pas qualité à agir, que ce soit au pénal ou pour aider des salariés qui vont au prud'homme ou au TGI, au tribunal de grande instance pour des actions civiles. Et je suis pas avocat ni juriste, donc je ne suis pas là pour les conseiller. Mais par contre, je peux les aider à leur trouver des informations qui ensuite peuvent être utilisées par leurs avocats pour attaquer et demander des dommages et intérêts ou pour tenter de foutre en tôle un patron ou des actionnaires qui font des choses totalement illégales. Bon, sachant que la justice et le système actuel extrêmement rarement en tôle des gens qui font, même quand ils font des choses totalement graves en termes de gestion d'entreprise. Tu peux nous donner un exemple d'une de ces actions juridiques et comment ça s'est passé? Enfin, nous raconter un élément de ça? Je sais pas. Disons, pour les actions, je dirais, pour l'instant, je peux pas trop t'en parler. Je pense on sortira des articles dans les prochains mois là-dessus parce qu'il y a des grosses actions qui sont en cours ou qui vont être déclenchées sur des dossiers. Donc pour le moment, on est obligé d'avoir un minimum de confidentialité d'un point de vue purement stratégique. Mais voilà, il y a eu en tout cas ces dizaines de procès qu'on a fait d'assignation ces 18 derniers mois contre des multinationales et des milliardaires pour obtenir des comptes. Ça, c'était une étape. Il y aura un moment donné où on analysera aussi, enfin, on commence à analyser, mais faire des articles qui sortiront sur ces comptes. Et aussi, il y aura d'autres actions, des fois, qui iront au pénal contre des multinationales. Mais voilà, là, pour le moment, je peux pas t'en parler. Pas de souci, t'inquiète. Alors, ça amène un peu ma question suivante, qui est, tu passes juridiquement, mais pourquoi pas par le biais politique? En fait, si, je travaille aussi le biais politique. Là, ces derniers mois, j'étais quasiment toutes les semaines à Paris, où je rencontre des amis du PCF, comme Fabien Roussel, qui est le secrétaire général du PCF et qui est député du Nord. Je travaille avec des gens comme Hugo Bernalici, qui est député du Nord. Je travaille aussi maintenant avec des gens, tu vois, de l'UDI, comme Frédéric Dumas, qui est une ancienne productrice de cinéma, et avec d'autres politiques encore, pour qu'il y ait un écho dans l'Assemblée nationale. On est descendu aussi ensemble avec Fabien Roussel sur le site de Veralia en Cognac. C'est lui qui m'a dit, il y a sûrement un problème sur le Veralia, est-ce que tu peux faire une investigation? J'ai fait l'investigation, on l'a publié avec le média. Là, c'est pareil, il y a des actions qui sont en cours. Bon, je peux pas t'en parler d'un point de vue juridique et tout ça. Bien sûr, bien sûr. L'intersyndicale a été mise au courant, la CGT a été très réactive. Les deux syndicalistes sont vraiment super, donc on les a vus sur le site. Il y avait 150 salariés qui risquent d'être virés, à qui j'ai donné les éléments de l'investigation. Donc, si tu veux, aussi, c'est ça que moi j'aime aller sur le terrain parce que ça te permet de créer des synergies et des forces. Tu crées une force. Quand tu as quelqu'un, un politique comme Fabien Roussel, qui vient à Cognac, qui rencontre la CGT, qui leur dit qu'il est à leur côté et qu'il apporte des informations, c'est-à-dire les miennes, mais parce que il a eu l'intelligence de me poser la question, de me dire tiens, tu voudrais pas investiguer de ce côté-là, et tout d'un coup, tu crées un réseau de résistance, et c'est ce qu'on fait tout doucement maintenant un peu dans toute la France, et avec les syndicalistes, et avec les salariés, et avec les politiques, et avec le journalisme, avec tu vois, le média, les actions juridiques, tous ces effets de levier, si tu veux. Mais ça ne peut pas se faire sans rencontrer les gens, même en visioconférence, en tout cas pour créer des liens, parce que toutes les stratégies qu'on peut avoir, on peut être les plus créatifs possibles, s'il n'y a pas un lien fort qui se crée, ça ira pas bien loin, si tu veux. Donc, quand je travaille avec les politiques, ou bien aussi un autre exemple que je peux te donner vite fait, c'est que aussi sur mon investigation sur les EHPAD et les assurances-vie,
Frédéric Dumas a publié 2 questions qui sont des questions qui font genre 2 pages au journal officiel du Parlement de l'Assemblée nationale et qui obligent le ministre, les 2 ministres, parce que c'est le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, à répondre. Bon, ils vont sûrement botter en touche parce que voilà, c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais en tout cas, au moins, on aura lancé l'alerte et que le moment venu, si jamais il y a un problème sur les assurances vie en France, on pourra dire, regardez, on vous avait prévenu à tel moment, le ministre a botté en touche, et ben on attaque le ministre pour, voilà. On plante des petites graines tranquillement avec les amis, y compris évidemment les politiques. Alors, mon avant-dernière question pour cet entretien, c'est tu travailles beaucoup avec les institutions. Et Oui. d'autres font le choix de la désobéissance civile. L'un n'est pas forcément antagoniste de l'autre. Mais j'aimerais bien avoir ton avis sur la désobéissance civile. Sur qu'est-ce que tu en penses en fait? Bah, je considère que c'est comme le droit ou l'utilisation des médias, ou c'est un levier stratégique qui est très important. Et là, sans citer de nom, j'ai eu dernièrement des gens, des amis qui sont dans le groupe, qui sont dans des mouvances de désobéissance civile et qui s'organisent comme tels. Et au contraire, on pense vraiment qu'on se complète, si tu veux. Moi, je considère, si tu veux, que c'est quelque chose d'extrêmement intelligent, c'est-à-dire d'être capable de façon pacifiste. Alors des fois, on peut pas toujours le faire, parce que tu vois, quand on manifeste dans la rue que c'est pacifiste, mais qu'on se fait tirer des balles de LBD dans la gueule, je pense que des fois, malheureusement, il vaut mieux se retirer et trouver d'autres alternatives, parce que faut faire attention aussi à sa vie. Et voilà. Mais non, la désobéissance civile, pour moi, elle est primordiale. C'est pas ma spécialité, mais en tout cas, les amis qui sont dans le groupe, il y en a certaines et certains qui sont aguerris à ça et qui vont systématiser ce genre d'action dans les prochains mois. Cette désobéissance civile qui est un nouveau peut-être tournant en cours, peut-être de manière plus forte maintenant dans nos générations de militantisme, qui se retrouve peut-être parce qu'il y a une impasse avec les manifestations et avec les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses que c'est lié à tout ça, cette résurgence de la désobéissance civile? Je pense, en termes de désobéissance civile, je pense aux colleuses qui vont sur les murs, je pense à Extinction Rebellion qui fait de l'occupation de place. Enfin, il y a quand même une résurgence de ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu le seul moyen qu'on a maintenant trouvé pour dépasser un peu la manifestation ou dépasser le simple on n'est pas d'accord, quoi. Tous ces instruments qu'on a, en fait, des instruments un peu de conscience, après, il faut faire attention dans leur utilisation, évidemment. C'est pas ça y est, je fais la désobéissance civile et puis je mets à risque des personnes. Mais je pense que tous ces éléments, enfin, là où peut-être on pense différemment, et c'est tant mieux, voilà, ça nourrit le débat, c'est que la désobéissance civile, pour moi, elle est aussi importante qu'une manif qui a été annoncée, qu'un article de journal qui apporte quelque chose de puissant en termes d'information, qu'une formation pour des syndicalistes ou des citoyens, que tu vois, vraiment ça se complète. Moi, je pense que voilà, tout se complète. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui voudraient se lancer dans le militantisme ou lancer une alerte? Qu'est-ce que tu leur dirais à des jeunes comme de 18, 19 ans, 20 ans, ou même des plus vieux, hein? Enfin, qu'est-ce que tu te donnerais comme... Déjà, je pense que faire attention à soi-même de ne pas être dans l'excès, même si on pense que la cause est juste. Deuxièmement, partir d'un désir, réfléchir à son désir, vraiment. Ensuite, aussi développer l'intuition. Il y a des livres qui parlent de toutes ces choses-là. On peut trouver, surtout maintenant avec Internet, il y a plein de choses qui peuvent être découvertes. Et ensuite, je dirais, regarder, enfin, en tout cas, trouver des alliés, plus exactement. Trouver des alliés. Ça peut être une personne, ça peut être 10 personnes, ça peut être 100 personnes, peu importe. Trouver des alliés. Par exemple, moi, mon frère ou mon père, ce sont mes alliés. Tu vois, alors, on n'a pas tous une famille ou des gens avec qui on s'entend même dans une famille, parce que eux sont des militants, mais des alliés, ça peut être un ami, une amie ou ça peut être rejoindre un réseau, ça peut être Extinction Rebellion, ça peut être L214, ça peut être
ça peut être une association qui défend et protège les femmes battues. Ça peut être plein de choses. Et puis voilà, il y a plein de moyens. Mais en tout cas, voilà, la quatrième chose, c'est d'avoir des alliés. Des amis. Et la cinquième chose, je dirais, c'est toujours d'être vigilant, de considérer que le relationnel est plus important que les idées, que si on commence à s'énerver pour les idées, alors il faut se retirer, je pense, d'un projet. Si ça devient agressif, s'il y a de la tension, la vie est faite de challenges, mais il faut faire, si on rencontre une forme de tension, ça veut dire qu'on n'est pas dans le juste, qu'il y a quelque chose qui marche pas, soit qu'il y a quelque chose qu'il faut quitter, le mouvement, ou soit il faut penser autrement l'action. Il y a quelque chose qui colle pas. Donc ça, c'est un peu la cinquième chose. Moi, je vais un peu dans les détails, mais voilà, et puis aussi, évidemment, lire, s'éduquer, quoi. En tout cas, l'éducation ne remplace. Je veux dire, les bonnes intentions ne remplacent pas l'éducation. Si on veut être bon dans un sujet, par exemple, comme l'écologie, moi, je suis pas extrêmement bon dans l'écologie parce qu'il y a plein de choses que je connais absolument pas. Je suis très réceptif à la cause écologique, mais par exemple, je vois qu'il y a des personnes, là, je pense à Besançon, il y a des gens, il y a des femmes et des hommes qui sont exceptionnels sur la forêt, sur la défense de zones protégées, sur tu vois, et puis il faut pas hésiter, je pense aussi à peut-être une sixième chose, à aller voir des gens qui sont bons dans leur domaine pour leur piquer un petit peu piquer, tu vois ce que je veux dire, leur savoir-faire ou c'est normal, quoi, c'est un partage, des gens qui nous inspirent, quoi, ou voilà, c'est un ensemble. Merci beaucoup Maxime pour ton temps. Je t'en prie. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le livre de Maxime, donc Là où est l'argent, en librairie. Mais on peut aussi retrouver ce que tu fais sur lanceuralerte.org, excuse-moi. Et toutes les références, on va les mettre dans la description pour qu'on puisse retrouver tout ça. Je voulais aussi remercier Mauvaise Tête à la production. Et puis on se retrouve bientôt. Au revoir Maxime. Merci beaucoup à toi Pierre. Merci beaucoup, à bientôt.